Jean-Luc Gagnard, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Gaga. Vous êtes un ancien député de la Loire, vous avez été aussi conseiller régional et d'autres fonctions. Vous avez un œil avisé sur la politique dans la Loire. Alors là, on est dans une actualité brûlante, j'ai envie de dire, les élections législatives qui arrivent. Une dissolution, la première question c'est, est-ce que vous avez compris cette dissolution? Parce que personne ne la comprend finalement. Je pense que, j'en ai compris la raison. Je ne suis pas sûr que c'est le bon moment. Mais bon, maintenant c'est trop tard, la dissolution est là. Et la question qui se pose, c'est comment on organise une résistance républicaine. Parce que d'un côté l'extrême droite, de l'autre côté l'extrême gauche avec LFI, qui a quand même défilé dans les rues à toutes les occasions et qui a transformé le débat sur les Européennes en débat pour ou contre la Palestine, je pense que les citoyens ils doivent se remobiliser. Et donc moi je ne suis plus rien maintenant, ça fait quand même 7 ans que je ne suis plus élu, donc j'ai pris beaucoup de distance, je suis un citoyen bien sûr. Vous tirez encore quelques ficelles, non? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. J'ai, dans la suite de mon mandat, j'ai eu des responsabilités à En Marche, à Territoire de Progrès. Bon, je ne fais plus de la politique active dans un parti. Et quand je vois la déliquescence de tous les partis politiques qui sont incapables de sortir un programme censé penser à l'avance, parce qu'on compare la dissolution d'aujourd'hui à celle de Jacques Chirac en 2007. En 2007, le Parti socialiste, il était prêt. Parce qu'en 2003-2004, il y avait eu les conventions, ça ne s'appelait pas une convention, c'était les États généraux. Les États généraux, le Parti socialiste, après la débâcle de 2002, il s'était mis au travail. Il s'était mis à travailler en interne, il s'était mis au travail avec les communistes, avec les écolos, et on était prêt quand la dissolution est intervenue. Aujourd'hui, aucun parti n'est prêt. Enfin, c'est de l'improvisation permanente de tous les côtés. J'ai envie de vous dire, avec un peu de provocation, est-ce qu'on a besoin d'un programme? Parce qu'on se rend compte que les gens ont des programmes, et arrivés au gouvernement, ils les appliquent pas, donc ils sont là juste pour nous faire rêver, ou alors c'est trop difficile de gouverner? Non, je suis complètement d'accord. Un programme avec des mesures, 100 mesures, 200 mesures, ça veut rien dire, c'est complètement con, parce que, pardon pour l'expression, parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Donc ce qu'il faut, c'est avoir une ligne de conduite, une philosophie pour gérer les choses. Parce qu'il n'y a que des surprises quand on exerce le pouvoir. Il n'y a que des surprises, des bonnes, mais souvent des mauvaises. Donc, comment on s'adapte? On le fait en fonction des sondages, en fonction des discussions avec 2 ou 3 conseillers. Non, il faut avoir une ligne directrice. Et ça, la ligne directrice, ça se travaille longtemps à l'avance. C'est un corpus idéologique, comme on disait autrefois, qui est extrêmement important, qui sait qu'on sait à peu près ce qu'on doit faire derrière. Ça ne veut pas dire que quand on gouverne avant, on gouvernait la France, avec presque rien au-dessus. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est l'Europe qui nous dicte ses lois, puisque souvent nos lois sont retoquées par l'Europe. Et finalement, on se dit que le président, comme le gouvernement, ils ont de moins en moins de pouvoir. Enfin, la France fait partie de l'Europe. Malheureusement, tout le monde se désintéresse de ce qui se passe au Parlement européen, contrairement à d'autres pays. C'est compliqué quand même. Non, oui, enfin, c'est parce qu'en France, on s'en fout complètement. Parce qu'on est encore trop riche. Je l'ai vu dans mes fonctions de vice-président de la région, puisque je devais élaborer une stratégie régionale de développement économique et sur l'intelligence et la recherche. Avant, c'était l'État qui s'en occupait. Donc, pour l'État français, l'argent de l'Europe, c'est de l'argent de poche. Quand on a eu la responsabilité, nous les régions, de le faire, comme dans les autres pays européens au passage, dans les autres pays européens, il y a longtemps que c'est les régions qui s'en occupent. Je suis allé à Bruxelles plusieurs fois, et c'est pas aussi compliqué que ça, encore faut-il s'y intéresser. Mais quand on découvre la délégation française à Bruxelles, qui est plus petite que la délégation d'un land allemand, le Bade-Württemberg ou la Saxe, j'y suis allé, j'ai rencontré des ministres de ces Länder. La France, il n'y a que des juniors qui sortent des grandes écoles et ils ne rêvent qu'à une chose, c'est retourner à Paris. Alors qu'est-ce que vous voulez faire avec des amateurs quelque part, des gens qui ne sont pas finis de former et qui en plus qui s'en désintéressent? Quand j'étais député, je faisais partie d'une mission d'évaluation sur le financement de la recherche. Ils savaient même pas ils avaient complètement oublié qu'il y avait des crédits européens qui pouvaient massivement aider la France. Parce qu'on a le crédit impôt recherche, parce qu'on a des tas de trucs en France,
Et c'est tellement plus facile d'aller faire du crédit d'impôt que d'aller chercher l'argent à Bruxelles. Le résultat, c'est que même les Anglais qui étaient pas très européens, c'est eux qui dictaient leurs lois, parce qu'ils étaient présents. Mais nous, comme on est absents, évidemment, on subit les lois pour lesquelles on n'a rien fait. Aujourd'hui, on entend beaucoup, on va rester sur l'Europe, on entend beaucoup que les Français veulent sortir de l'Europe. Moi, j'ai pas cette impression-là, j'ai l'impression qu'on veut de l'Europe, mais on veut pas de cette Europe. Alors, est-ce qu'une autre Europe, c'est possible ? Ou alors c'est comme ça et on doit s'adapter. Mais bon, il se trouve que mon épouse est d'origine espagnole, on va en Espagne, ils sont très européens, ils savent ce qu'ils doivent à l'Europe. Et nous, on l'a oublié. Mais parce que chaque fois qu'il y a des crédits... Est-ce qu'à Saint-Étienne, on sait qu'à peu près toute la rénovation urbaine, le Zénith, la Cité du Design, bon nombre de travaux, longtemps toutes les démolitions d'entreprises avec Epora, c'est l'Europe qui payait. C'est vrai, on n'est pas au courant. Oui, mais parce que on est dans un pays où je disais que l'État considérait que c'était son argent de poche, on ne le savait pas. Il y a des formations, par exemple, sur la formation professionnelle. Il y a des crédits de l'Europe pour permettre aux salariés d'évoluer, de trouver des nouveaux métiers. Mais on ne parle que de l'agriculture. Je l'ai vécu avec... c'est un autre sujet aussi. Non, mais l'agriculture, ça siphonne la moitié du budget de l'Europe. Pour quel résultat ? On peut quand même se poser des questions. Pour 3% de la population... On consacre 50% du budget de l'Europe à l'agriculture. Donc, il y a un moment, il va peut-être bien falloir rebaser les choses. Si on avait mis autant d'argent pour faire de l'innovation dans la microélectronique, peut-être que l'Europe ne serait pas à la traîne des États-Unis et de l'Asie. Hein. Et une autre question un peu aussi provocatrice, mais tant pis. Est-ce que l'Europe, finalement, elle est dirigée par des politiques, ou alors ce qu'on voit ou ce qu'on perçoit dans les médias, est-ce que finalement, ce n'est pas les grands lobbies qui dirigent l'Europe ? Non. Des lobbies, il y en a de partout, hein, y compris en France. Après, on n'est pas obligé d'y céder. C'est normal, chacun essaie de défendre son point de vue. Et des lobbies, il y en a de toutes sortes. Hein. Il y en a qui sont très pro-écolo, d'autres anti-écolo. Bon, après, les élus, ils ne sont pas obligés de succomber. Oui, mais vous savez, quand il y a un petit chèque derrière, ça facilite la décision, non ? Je suis désolé, mais si on prend le cas de Manon Aubry, elle travaillait pour Oxfam. C'est quoi Oxfam si c'est pas un lobby ? Je n'ai pas les compétences pour vous répondre. Ah oui, non, mais je pose la question. J'y réponds pas. Ouais. Après, chacun ira voir ce qu'il veut. Pour revenir au paysage politique français, est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, LFI d'un côté et le RN de l'autre, finalement, c'est la même chose dans la dangerosité ou dans le... Alors, c'est pas la même chose parce qu'ils partent pas des mêmes bases et je mettrai pas tous les LFI dans le même sac. D'ailleurs, je ne mettrai pas forcément tous les RN dans le même sac, mais bon, le résultat, c'est le même. Ce sont des populistes qui surfent sur le mécontentement, qui est réel. Et il y a des bonnes raisons au mécontentement. Même si les Français disent dans les sondages qu'à titre personnel, ils sont heureux, mais ils ne sont pas contents de ce qui se passe dans le pays. Donc, le français est compliqué. Le français est très compliqué. Quand on voyage un peu dans les pays voisins... On voit la chance qu'on a d'être français. Oui, parce que, on a oublié tout ce qu'on a. On peut se faire soigner quand même, on est pris en charge gratuitement ou quasiment. Même s'il y a un sujet sur l'hôpital aussi. Oui, bien sûr. C'est de moins en moins facile. Oui. C'est quand même compliqué aujourd'hui de trouver un médecin, de trouver un dentiste, de trouver quelqu'un pour faire des lunettes. On a l'impression qu'on recule au lieu d'avancer. Or, on avait l'impression qu'avec M. Macron, on allait avancer, ou avec M. Sarkozy même, pour remonter plus loin, qu'on allait avancer. Et là, parce qu'on est dans un pays où l'individualisme est poussé à l'extrême. On est bien plus individualiste que les Américains. Parce que tout le monde veut bien tout pour lui, mais pas accepter les contraintes qui vont avec. Par exemple, sur l'installation des médecins. Bon, j'ai des médecins dans ma famille, c'est des débats continus. Je suis désolé, mais quand on forme des jeunes médecins, je ne suis pas sûr que le rallongement de la durée d'études de médecine soit la réponse. Par contre, on adopterait une mesure qui fait que les jeunes médecins sont obligés d'aller s'installer dans les déserts médicaux s'ils veulent être agréés par la sécurité sociale, parce que c'est plus facile d'aller à Nice, d'aller dans les beaux arrondissements de Paris ou de Lyon. Et les autres, ils font quoi ? Mais pour être aussi... pour comparer, justement, soudainement, il faut des valeurs et des points de comparaison. Quand on rentre dans la police, on est obligé de faire 7 ans à Paris. Pourquoi un médecin, il n'aurait pas le droit de faire 2 ans dans une petite commune, 2 ans ici ? Mais pourquoi vous savez, c'est un peu cette bannière française, liberté, égalité, fraternité.
Et dans le mot égalité, on voit qu'il n'y a jamais d'égalité. Il y a toujours des cas particuliers. Dans les déserts, on manque de médecins, ça c'est clair, parce qu'on n'en forme plus à cause du numerus clausus. Et j'ai même vu des jeunes qui vont faire des études de médecine dans les pays étrangers pour revenir en France. Alors normalement, c'est pas un peu n'importe quoi là. Le numerus clausus a été effacé par Véran, l'ancien ministre de la Santé, qui est lui-même médecin, donc il savait de quoi il parlait. Sauf que pour produire un médecin, il faut 10 ans. Donc ça produira des effets encore dans 5 ou 6 ans. Et d'ici là, on fait quoi? Donc, ceux qui ont voulu le numerus clausus, ce sont quand même les syndicats de médecins, il ne faut pas l'oublier. Donc, ils avaient peur que trop de médecins tuent la profession. Bon, en fait, il y a moins de médecins, ils ont tué la profession. Et puis, il y a une chose qu'on n'avait pas évaluée, c'est qu'aujourd'hui, les plus jeunes ne veulent pas travailler comme leurs pères et leurs parents et leurs grands-parents. Et je les comprends. Ils ont certainement raison, mais comment on fait face à ça? On fait rentrer des migrants et après on dit qu'ils vont voter Front National. Donc c'est un peu bizarre. Mais on finit schizophrène. Parce que personne ne veut des migrants, mais tout le monde veut bien aller au resto, accepte que les trains soient nettoyés, sortir les poubelles. Parce que j'étais encore au printemps en Espagne, puisque j'y vais assez souvent. En Espagne, c'est pas des migrants qui font les tâches qu'on... C'est l'Amérique du Sud. Oui, mais parce qu'aussi en France, on considère ces tâches comme subalternes. C'est pas un déshonneur de faire certains travaux, à condition d'être évidemment payé mais correctement. Ça rejoint un peu la théorie que j'ai toujours eue quand j'étais à l'école. On vous parle toujours d'être premier. Et mon père m'a toujours dit, le premier, oui, mais le dernier, il est dernier, mais il a d'autres qualités. Et ces qualités, souvent, on les exploite pas. Mais on peut être premier dans différentes choses, différents domaines. Bon, il faut qu'on ait des chercheurs qui soient à la pointe, il faut qu'on ait des ingénieurs, des techniciens. Mais quand je vois des peintres, par exemple, des décorateurs, des menuisiers, qui sont top dans leur métier, ceux qui sont en train de faire la charpente de Notre-Dame de Paris. Tout à fait. Je connaissais un jeune qui a travaillé. Moi, je suis admiratif. C'est une intelligence des mains et une intelligence de la tête et du cerveau, qui vaut largement certaines professions dites intellectuelles. Il n'y a pas de saut métier. Ben, évidemment, c'est fatigant physiquement. On ne peut peut-être pas faire ça toute sa vie, mais il n'empêche qu'on a cru que 80% d'une génération au bac, c'était tous des cols blancs. Ben non. En Allemagne, d'ailleurs, les dirigeants d'entreprise, ce ne sont pas des gens qui sortent des grandes écoles de commerce, ce sont tous des ingénieurs. Ils sont docteurs et ingénieurs. Ça ne donne pas le même profil dans la direction des boîtes. Hein. Le climat actuel est vraiment tendu dans tous les sens du terme. On revient à ces législatives et on revient dans la Loire. On parlera également de la ville de Saint-Étienne. Finalement, dans la Loire, vous êtes de quel côté ? Ah ben c'est... disons que moi, à titre personnel, bon, je vote dans la première circonscription. Donc pour moi, le choix, il est encore ouvert, hein, puisque... Je rappelle que vous venez du Parti Socialiste. Oui. Et que vous avez rejoint M. Macron quand il s'est déclaré, ou même un peu avant. Avant. Parce que bon, le quinquennat de François Hollande s'est terminé en queue de poisson. Hein. J'arrivais pas à trouver le mot propre. Oui. Non, mais ces déclarations de journalistes, les frondeurs qui foutaient les LFI n'ont rien inventé. Mais bon, sauf que eux, c'était poli. C'est vrai que c'est un peu le même climat finalement, non, mais là, avec des formes moins propres. Il n'était que 40. Bon. Et ça, c'est le manque de rigueur. Si Hollande avait fait preuve de fermeté, parce que personne ne se serait permis ça du temps de Jospin, Premier ministre, ou de Mauroy. Ils auraient pris la porte sur le champ. Parce qu'il y a un moment, quand on fait le con, eh bien, on doit avoir la sanction. Et c'est un problème général dans notre société. Et justement, pour rester sur François Hollande, est-ce que vous trouvez normal, justifié, intelligent, crédible d'être candidat, et en plus sous la bannière presque du Front populaire, donc avec des gens qui sont quand même ambigus sur les derniers événements, quoi. Alors bon, je suis à la fois admiratif, parce que remonter sur le cheval après la chute Giscard d'Estaing l'avait fait aussi. Hein. Oui, mais bon, lui, il a des chances d'être élu. Je me dis que, bon, s'il est présent dans l'hémicycle, ça va un peu modérer le groupe socialiste, parce que les délires de quelques-uns,
ça peut les freiner. Et puis, j'espère, j'espère très fort qu'il n'y aura pas de majorité à l'issue des élections législatives. Et donc, que les partis... Je crois qu'on y va tout droit. Hein. Oui, mais c'est tant mieux, parce que là, on sera dans une configuration inédite. C'est pas fait pour ça, la Ve République, mais il faudra que les partis de gouvernement responsables, eh bien, il faudra qu'ils mettent de l'eau dans leur vin et qu'ils composent avec les autres, et qu'ils s'écoutent, et qu'ils essayent de sortir un gouvernement qui soit accepté par les uns et par les autres. Ça veut dire qu'une partie de la gauche acceptera renoncera à un certain nombre de choses, notamment les délires budgétaires, et une partie de la droite, il faudra qu'ils renoncent aussi à d'autres choses. Et puis, il y aura ce qui restera du camp du président de la République. Donc moi, je l'espère vivement, c'est la seule solution pour éviter le chaos. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle beaucoup d'un gouvernement d'extrême gauche, d'un gouvernement d'extrême droite, et on se dit qu'avec la maturité de certains, l'intelligence d'autres, les abstentionnistes, les gens qui vont s'inscrire, on oublie une chose, c'est que le centre pourrait être majoritaire finalement, avec la droite et la gauche modérée. Il est théoriquement... Et on parle même de François Hollande, on y revient, comme Premier ministre. Alors est-ce que ça c'est crédible ou alors on est dans la folie qui continue? Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que lui, au niveau budgétaire, il ne se laisserait pas aller à faire du n'importe quoi. Bon, on sous-estime complètement son bilan, hein. Et y compris Olivier Faure qui l'a cassé, parce que c'est tout le temps comme ça, de toute façon. François Hollande a fait beaucoup d'âneries, notamment, il en a fait beaucoup. Mais tous c'est des problèmes de le redressement de la France, quand même, c'est pas Macron qui l'a fait, c'est lui. Parce qu'il y a des entreprises qui étaient au bord de la faillite. Si on n'avait pas fait le CICE en urgence, pour donner des marges de manœuvre aux entreprises, il y a bon nombre de boîtes qu'on n'aurait pas eu à sauver avec le Covid. C'est ça la réalité. Sauf qu'il l'a pas assumé, il l'a mal vendu, il a laissé faire les frondeurs qui faisaient du n'importe quoi. C'est ce que je viens de vous dire. Et donc, je pense que, moi je l'espère, parce qu'on est totalement immature dans ce pays. On élit un roi, on s'enthousiasme pour lui, et dès qu'il est élu, on veut lui couper la tête. Ouais, donc, ça dure 2 ans, mais avant ça dure un peu plus, mais là, au bout de 2 ans, c'est déjà ça dure moins. Hein. Pour Macron, ça a duré, les Gilets jaunes, ça a été tout de suite. Hein. Ouais. Alors, bon, il y avait des... il se trouve que j'ai échangé longtemps avec Emmanuel Macron par SMS, hein, en direct, on se répondait. L'histoire de la baisse des APL de 5 euros... Ça servait à rien sur le plan budgétaire, c'est une fausse économie, c'était de la provoque. Par contre, dire que les APL, ça fait monter les loyers, ça c'est une réalité. Donc il fallait voir comment on pouvait freiner les logements éligibles à l'APL, il fallait voir ce qu'on pouvait faire pour que les bailleurs, qu'ils soient publics ou privés, ils n'en profitent pas pour se remplir les poches. Je l'ai vécu. Moi je pense que le gouvernement, il attend pas, ou alors il communique trop vite. Il dit on va faire ça, oui, bien sûr. Il fait monter une histoire de soupape là, qui bout, et puis après on abandonne. Mais non, il faut expliquer. La pression des médias, la pression des réseaux sociaux. Oui, non, et je suis désolé, quand on est sous la pression permanente, il faut prendre le temps de réfléchir. Et on réfléchit en fonction de ce qu'on est sur certains principes. Si on est pour la justice sociale, on fait pas n'importe quoi. Parce qu'il y a des mesures prises dans l'urgence qui produisent des effets strictement inverses de ce qu'on a voulu faire. Donc il faut prendre le temps de réfléchir. Regardez, quand on prend quelqu'un de tout à fait lambda, le 9 juin, on annonce les résultats des européennes et on dit « oulala, la catastrophe, le FN bat des records ». Et l'info d'après, c'est le gaz va augmenter de 11%. Et ça ne peut pas s'améliorer quand on entend ça le lendemain. Oui, les gens en ont marre et on leur dit on va vous mettre 10% plus de gaz. Disons que les deux infos ne sont pas liées l'une à l'autre. Un peu quand même. Non. Parce que celui qui hésite à aller voter, ça l'énerve et donc il va voter. Mais bien sûr. Et c'est, comment dire, les effets de la guerre en Ukraine, le fait que, il y a de plus en plus de gens qui ont abandonné le gaz quand même pour se chauffer. Donc l'électrique n'est pas faible en charge. Sauf avec les pompes à chaleur. Ouais. Mais on ne peut pas équiper toutes les habitations, toutes les entreprises pompes à chaleur parce qu'il faudra urgemment construire des centrales nucléaires. Pour l'instant, elles n'y sont pas. Alors, ça va mieux parce que toutes les centrales sont en activité. Mais on sait très bien que ce n'est pas une solution pour tout le monde. Il faut faire des économies d'énergie. Mais je suis complètement d'accord. Je suis quand même curieux. Et je regarde comment ma consommation électrique, elle a baissé de manière drastique depuis 3 ans. Et ma facture, elle a monté
Voilà. Énormément depuis 3 ans. Voilà. Et donc, encore un des paradoxes. Oui, non mais alors, si on veut voir le bon côté des choses, ça a freiné la surconsommation. Tout à fait. Enfin, parce que on était dans un pays, des gens classe moyenne, ils comptaient pas, hein, ils chauffaient leur piscine à l'électricité, hein, ça les dérangeait pas. La classe moyenne a peu de piscines quand même, hein. Faut s'y ramener les choses. Il suffit d'aller voir dans la plaine, hein. Oui, j'ai peur, c'est pas la classe moyenne dans la plaine. Ah, non, la classe moyenne supérieure, mais supérieure. Non, mais ça dépend. La classe moyenne, où elle commence et où elle finit. Non, mais là, des couples qui travaillent à deux, qui ont des bons salaires, oui. C'est plus la classe moyenne. Bah si, c'est la classe moyenne. Parce que 2 personnes qui ont le SMIC, c'est pas la classe moyenne. Non, deux. Après, moi, je suis pour la transparence complète des revenus. Parce que de quoi on parle? Bah, quand j'étais député, on me demandait combien vous gagnez. J'allais dans les lycées, combien vous gagnez? Alors je disais, hein, à l'époque, je gagnais 4 900 € net. Je disais, vous savez, peut-être que votre professeur, avec des heures sup, s'il est agrégé, il gagne autant que moi. Et il a moins de contraintes, il a moins d'heures. Alors évidemment, il y a tellement de choses qu'il faudrait... Non, mais... Et c'est pas moi qui remettrai en cause son salaire, parce que quelqu'un qui fait correctement son travail, qui a fait des études pour ça me pose pas de problème. Mais donc voilà, c'est un vrai sujet, mais on est, contrairement aux anglo-saxons, on peut pas parler de ça. Élise Lucet, elle gagne 2,5 fois ce que gagne le président de la République. Tout le monde trouve ça normal. Ben oui, pas moi. Moi, je trouve que les journalistes du service public, ils gagnent beaucoup trop déjà. Mais même dans le privé, c'est pareil. Dans le privé, c'est pas les mêmes fonds. Oui, mais enfin, c'est la pub. J'entends que l'audiovisuel français public, c'est 4 milliards par an. Je me dis que là, il y a quand même... on est toujours en train de taper sur les gens qui touchent le RSA. Il faudrait quand même équilibrer un peu les choses. Mais si on prend son cas à elle gagne 2,5 fois ce que gagne le président de la République. Je suis désolé, elle n'a pas tout à fait les mêmes responsabilités. Oui, mais enfin, moi je dis presque, je vais peut-être aller être excessif, mais j'ai presque l'impression que le président de la République, il devrait être bénévole. Non. Parce qu'il a tous les avantages, et en plus, il a choisi ça. Un mec qui va travailler dans une boîte et qui un journaliste célèbre, un footballeur célèbre, il a aussi choisi. Quel que soit le talent... Le mec qui vide les poubelles, avec le camion, il n'a pas choisi. Oui, mais l'argent qui va à l'un ne va pas à l'autre. Il n'est pas assez... il tourne pas assez l'argent. Alors, on a un système fiscal qui, quand même, reprend par les impôts, sauf aux filous qui s'arrangent pour pas trop en payer, mais la réalité, elle est là. On est dans un système qui est très redistributif en France. Mais je ne dis pas le contraire. Sauf qu'il y a beaucoup de perditions. Il vaudrait mieux il y a trop d'écart. Moins payer d'impôts. Il y a trop d'écart. Il vaudrait mieux moins payer d'impôts et que les revenus de celui qui travaille soient supérieurs. Non, mais puisque vous parliez de transparence, on devrait aussi payer des impôts. Et en face, on devrait nous dire, voilà, il y a 100 € qui sont allés à l'école, 100 € qui sont allés pour réparer les routes, 100 € pour l'hôpital. C'est fait quand on fait la déclaration de revenus, il y a une petite note pour expliquer où va l'argent. Mais bon, le premier poste, c'est en train de devenir les intérêts de la dette. Ça, c'est de l'argent qu'on verse aux autres. Hein. Et puis le système, vous savez, ça me fait... Vous êtes peut-être trop jeune, mais moi, quand j'étais gamin, j'adorais les Shadocks. Les Shadocks pompaient avec le pot de pied. Voilà, et ben c'est ça, on pompe, et chaque fois qu'on pompe pour transformer dans autre chose, il y a de la déperdition d'énergie. Hein. Oui. Et donc, prendre beaucoup d'impôts pour redistribuer, c'est bien, mais il y a une limite quand même. Hein. Mais quand on vous dit on est en déficit, on ne va pas pouvoir payer les retraites, on ne va pas pouvoir payer si on... Et puis le lendemain, on vous dit, tiens, on donne 2 milliards à l'Ukraine. On dit, tiens, c'est bizarre pour un pays qui est en déficit. Et puis après, je vais vous dire, encore une fois, je suis provocateur, mais c'est le but de l'émission. Hein. On vous dit, on ne va pas pouvoir payer les retraites. OK. Mais pourquoi on fait les Jeux Olympiques si on n'a pas de sous alors ? Parce que les Jeux Olympiques, ça rapporte de l'argent. Ah ouais, dans tous les pays, le solde à la fin est souvent négatif. Le hic, c'est que... Tellement en France, on n'est pas bon, on sera encore dans un solde négatif. Non, mais bon, on peut supposer que les hôteliers qui ont multiplié le prix des chambres par 10, ils vont payer... Ils sont pas tout à fait pleins, je crois. Hein. Oui, c'est tant mieux. Hein. Quand on veut trop profiter, on finit par se casser la figure. Donc, sur l'Ukraine, après, c'est de la sécurité. Quand j'avais 20 ans, on m'a envoyé faire le service militaire. Hein. J'étais dans une base aérienne. Pareil pour moi. J'y ai pas échappé. Nous, on attendait les chars russes, puisque François Mitterrand venait d'être élu. C'était avant. Mais on investissait dans la défense nationale.
Logique. Parce que dans un monde idéal, il ne devrait pas y avoir de police, il ne devrait pas y avoir de justice, il n'y aurait pas besoin de justice et il n'y aurait pas besoin d'armée. Sauf qu'on n'est pas dans un monde idéal. Ça n'existe pas, un monde idéal. Et tant qu'il y aura des individus du type Poutine ou d'autres, on voit bien les tensions qu'il y a dans le monde, il faut être capable de se défendre. Si tu ne veux pas la guerre, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et on est tombé très bas au niveau des dépenses. Après la chute du mur de Berlin, on s'est dit, allez, c'est terminé, tranquille. Et je dois dire, je fais mea culpa parce que je faisais partie de ceux qui disaient qu'il vaut mieux mettre de l'argent pour l'école que pour l'armée. On est d'accord, j'aurais eu la même idée. Et bon, les types de Giat, ils étaient pour, ils étaient pour le mouvement pour la paix. Et puis quand on a fermé l'usine de Giat à Saint-Étienne et à Saint-Chamond, là, ils se sont mis à gueuler. Parce que bon, on n'allait pas produire des armes pour des guerres qui n'auraient pas lieu. Et puis maintenant, on se rend compte qu'on n'est plus capable de fournir des balles, des obus, etc., etc. Et justement, vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est une bêtise avec le recul, mais j'étais pour aussi à l'époque. C'est pas une mauvaise idée finalement d'avoir supprimé le service militaire, où il y avait du brassage, où on réadaptait quelques personnes, on leur apprenait à lire. Alors, moi, j'avais été choqué par ça aussi, de voir des gens à 20 ans qui ne savaient pas le dernier écrire, des Français, des bons Français. Et finalement, c'était un brassage que finalement on ne retrouve plus, parce que maintenant on voit qu'en France, c'est des castes. Eux restent entre eux, eux restent entre eux, eux restent entre eux. Voilà. Je suis, autant dire, moi j'étais d'une génération, on n'était pas trop pro-militariste. J'ai fait une grève quand j'étais lycéen, contre l'abrogation des sursis militaires, la loi de Bray, c'était en 72. C'est un peu l'époque du plateau du Larzac. Oui, et quand je suis rentré à l'armée avec un sursis, donc j'étais un peu plus vieux que les autres, j'ai commencé par une grève de la faim. Ça m'emmerdait royalement de faire l'armée. Et puis je me suis raisonné, parce que je m'intéressais quand même, je faisais un peu de politique, je me suis dit, mais il vaut mieux que l'armée soit composée de civils plutôt que de militaires professionnels. Parce qu'il y avait l'exemple du putsch d'Alger. S'il n'y avait pas eu les appelés du contingent, le putsch d'Alger, il réussissait. Je sais. Les appelés du contingent, ils ont dit stop aux généraux. Et ça m'a enquiquiné, mais en même temps, effectivement, ce que vous disiez, des jeunes qui ne savaient pas lire et écrire, et c'était l'armée de l'air. Ça m'a choqué d'une fois. Je savais même pas que ça existait, parce qu'on finit par côtoyer que des gens qui nous ressemblent. Voilà, tout à fait. Et moi, j'ai vu le fameux brassage. Alors, c'est vrai que l'armée, après, elle ne voulait plus de ces jeunes dont elle ne savait pas quoi faire, et les autres, ils se faisaient pistonner pour ne pas faire l'armée. Donc, c'est ce que je disais, il y avait un brassage, mais à un certain point. Oui. C'est-à-dire que les gens un peu hauts, de toute façon, ne faisaient pas l'armée parce qu'ils avaient tous les réseaux pour ne pas y aller. À l'époque où j'ai fait l'armée, on faisait, ceux qui avaient des pistons, ils faisaient l'armée... tranquille. Non, pas tranquille, mais ils étaient utiles. J'étais à Salon de Provence, il y avait un copain qui était sergent il était ingénieur en aéronautique. Le type, il faisait les réglages de réacteurs à 310 francs par mois. Oui, mais ça amène l'humilité. Après, j'étais à Montverdun. Il y avait des ingénieurs informaticiens, des météorologues qui travaillaient dans l'abri anti-atomique. Comme moi, on était à 280 francs par mois. Donc, on se côtoyait et des fois, on venait en aide à ceux qui n'étaient pas dans la même situation que nous. Solidarité. Parce que, bon, on avait tous le même grade, mais il faut être honnête. Quand on sortait d'une école, qu'on était diplômé, les officiers ne nous regardaient pas tout à fait comme des hommes du rang. Et on leur était utile en même temps, parce qu'on mettait de la souplesse dans le système. C'est vrai. On apportait des méthodes plus modernes dans le management. Ah, il y avait des on était très utiles. Des rustres, comme on dit dans l'armée. Mais bon, dans l'armée de l'air, j'étais au service des réservistes à Montverdun, à Lyon-Montverdun. Je travaillais avec un sergent-chef, je crois, enfin, je ne sais plus ce qu'il était. Mais le colonel avec qui je travaillais directement avec le colonel parce qu'il préférait s'adresser à moi. Et avec le culot d'un appelé, moi j'appelais mon collègue appelé qui était au commandement de la région aérienne à Aix-en-Provence. Et on réglait les problèmes au téléphone. Non, mais non officiel. C'est une bonne expérience et j'ai vu des gens. J'ai vu des gens qui ont passé le permis de conduire, d'autres qui ont eu le permis poids lourd, le permis de transport en commun. Enfin, c'était un gros cadeau. Certains, ça leur a permis de sortir de là d'où ils venaient. Il y en a qui n'étaient jamais sortis de leur quartier ou de leur campagne. Enfin, pour conclure avec l'armée, je vais quand même dire une chose, c'est que on apprend quand même bien la magouille aussi à l'armée. Oui, enfin bon, moi j'ai pas trop connu ça. Hein, entre les permes, entre l'alimentation, oui, plein de choses. Les permes, ça c'est... Je crois que vous savez ce qui m'a le plus choqué à l'armée,
c'est les camions qui partaient rouler toute la journée Oui. pour brûler l'essence. Oui, oui, mais ça, j'ai connu. Parce que sinon, ils n'auraient plus les mêmes budgets pour avoir autant d'essence le mois d'après, mais ça, c'est ou l'année d'après. Oui. Et ça, c'est le comble de la stupidité humaine. Non, mais ça, c'était l'administration. Oui, non, mais... Dans son ensemble, pas que l'armée. Oui, bien sûr, bien sûr. Moi, je l'ai vu dans l'administration. Il fallait consommer les crédits, sinon, on les perd l'année suivante. Tout à fait. Non, mais c'est aussi... D'ailleurs, quand j'ai été vice-président, j'ai procédé à des réformes très vite sur les aides à la création d'entreprises. Et je fais une présentation en exécutif. Je dis, voilà, avec le même argent, on va faire 2 fois plus, voire même 3 fois plus d'accompagnement. Et donc, ça va coûter moins cher. Mon collègue à côté, qui avait une expérience d'élu, il me dit, il ne faut jamais dire ça, parce que celui qui s'occupe du budget, il va te rabioter ton budget. Donc, on a fait 3 fois et demi plus. Et en dépensant moins. Mais si tout le monde avait le souci de l'argent public, et l'argent public est une denrée rare, on peut faire mieux. Il ne s'agit pas de faire moins, il s'agit de faire mieux. D'ailleurs, ça me rappelle que j'ai tenté le concours de l'ENA, j'avais été pris au cycle préparatoire à l'ENA. Le sujet, c'était le moins d'État. C'est l'époque où Chirac est devenu Premier ministre. Et j'avais dit, mais c'est pas la bonne question. Mais c'est ni moins ni plus, c'est juste. C'est le mieux. J'avais dit. Le mieux, oui, mais le juste aussi. Mais c'est le mieux d'État. Il faut que ça bénéficie à tout Comment le on est monde. efficace? Bah oui. Comment on est efficace? Est-ce que c'est normal de demander 50 fois le même papier à quelqu'un? J'ai accompagné des gens et j'en accompagne encore de temps en temps pour les retraites. Maintenant, ça s'est simplifié. Quand vous demandez votre retraite, vous allez sur un portail et quand vous demandez à un régime, automatiquement, tous les autres, ceux qui ont été fonctionnaires dans le privé, etc., automatiquement les autres, ils sont prévenus, votre dossier. Enfin. Eh bien, j'ai vu une personne, fonctionnaire de la justice, emmerdée par la CARSAT, parce qu'ils demandaient des justificatifs auxquels ils avaient accès. Tout ça pour 19 € par mois. Donc, le type qui fait ça, peut-être c'est une machine, j'en sais rien, ça ne doit pas être de l'intelligence artificielle. Mais pendant qu'il fait ça, il ne s'occupe pas des autres. Non, mais je vais vous dire une chose, en 2024, celui qui n'a pas Internet ou qui ne maîtrise pas Internet, il est bien, entre guillemets, dans la merde, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus personne. Ils en parlaient ce matin encore aux actualités, si vous voulez acheter un billet de train, il n'y a plus personne. C'est démerdez-vous, c'est taper 1, taper 3, taper 5, et au bout d'une demi-heure, vous êtes... Et ça, c'est un gros problème aussi pour les citoyens français. Oui, mais peut-être parce qu'il faut... Bon, c'est clair que les bureaux de poste, c'est un vrai sujet. Plus personne n'écrit, ou de moins en moins. Les bureaux de poste, ils pourraient faire d'autres choses. Oui, mais je l'ai vu en Espagne, par exemple. Je l'ai vu dans un petit village, le village de mon beau-père, où il y a 250 habitants permanents. C'était le type qui avait une petite supérette qui faisait postier. Non, voilà. En France, on n'en a pas voulu. Il faut s'influencer des choses qui marchent dans une petite localité, enfin une localité de 10 000 habitants quand même, au nord de Barcelone, la gare, ils donnent plus de billets puisque les gens ont des abonnements, etc. Partout, de toute façon. Non, il y avait toujours quelqu'un. Je l'ai vu en Espagne aussi, ça. Il y avait quelqu'un qui était quand même dans la gare, mais qui vendait, il y avait une petite supérette pour les gens qui prennent leur train, ils pouvaient acheter des timbres, des journaux. Mais il y a forcément des solutions. Alors nous, en France, on a continué. Il fallait qu'il y ait absolument un chef de gare pour faire partir les trains, alors qu'il y a des feux tricolores qui permettent aux trains de partir en toute sécurité. Avant, on vous disait allez au bureau A, après aller au bureau B, après aller au bureau oui, non, mais c'était... Là, on vous dit allez sur Internet. Sur Internet, on vous dit mettez le code que vous allez recevoir par courrier. Quand vous avez reçu le code par courrier, il est plus valide, il faut en redemander un autre. Non, mais on marche vraiment sur la tête. Non, mais je suis complètement conscient. Pour avoir accompagné beaucoup de gens qui me saisissaient quand j'étais élu, mais ça sert aussi à ça, un élu. C'est pas faire l'assistance sociale, c'est prendre conscience qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. On peut faire une liste de choses qui ne fonctionnent pas, mais qui fonctionnent bizarrement. J'ai un exemple très précis, c'est l'aide à la complémentaire santé qui existait, en théorie, pour les retraités qui avaient une faible retraite. J'avais reçu plusieurs familles. En fait, il y avait 15% des gens qui la percevaient, alors que, 15%, je ne sais plus combien de milliers de personnes. Donc, quand la réforme de ce truc est arrivé en débat, j'avais dit, mais il y a un truc très simple, les gens, ils payent leur mutuelle et on fait un crédit d'impôt dessus. Parce que ça, l'administration fiscale, s'il y a une administration qui est efficace, c'est celle-ci. Et on m'a dit, oui, non. Ils ont inventé encore une usine à gaz. Alors ça s'est simplifié depuis. Mais à l'époque, il fallait fournir tous les bulletins de retraite.
ces imbéciles ne savaient même pas qu'on ne reçoit plus de bulletin de retraite depuis longtemps. Hein. Sauf si on va sur Internet, effectivement. Mais les papis et mamies qui avaient droit à cette aide à la complémentaire santé, ils n'ont pas Internet. À défaut... Ou ne le maîtrisent pas. À défaut... Non, mais beaucoup. Je voyais ma mère à 93 ans, elle ne maîtrisait pas. Enfin, voilà. Ou alors, il fallait fournir les relevés de banque, copie des relevés de banque de l'année précédente. Donc, vous allez au bureau de tabac à 1 euro, donc ça en fait 12. Ça fait 12 euros de photocopie. Plus le courrier. Ben, on est chez les fous. Tout à fait. Et ceux qui pondent ces règles, ils savent ce que c'est que la vie des gens qui sont de l'autre côté, des usagers. Je crois pas qu'ils savent. Non, mais c'est là où les élus... Tour d'ivoire. Non, mais c'est là où les élus, de base, il faut qu'ils remettent de l'ordre dans le système. Il y a du travail. On revient aux élections législatives. Alors, finalement, vous êtes derrière qui? Vous poussez qui? Vous soutenez qui? Vous nous conseillez de voter pour qui? Moi, je me suis... je soutiens Éric Le Jaouena à la 2e circonscription. J'ai été député de cette circonscription pendant 10 ans. Donc, ça ne donne pas de droit de regard, mais ça donne quand même... Votre parole est utile pour prendre disons qu'on ne peut pas laisser partir les choses comme ça. Il y a eu des grands dossiers sur Saint-Étienne. Et j'observe que, Miss, qui m'a succédé, a obtenu la rénovation du commissariat, elle a obtenu des tas de choses pour Saint-Étienne. La députée actuelle, à part défiler avec son écharpe tricolore, moi, l'écharpe tricolore, je l'ai quasiment jamais portée. Hein. Mais c'est des écharpes peut-être Chénéra en plus. Hein. Peut-être, mais elle va en user plus. Enfin, heureusement, j'espère qu'elle n'en usera pas deux. Hein. Mais parce que c'est grotesque. Hein. Le rôle d'un député, c'est pas de défiler avec des écharpes tricolores. Surtout quand c'est devant des drapeaux étrangers. Hein. En permanence. Parce que donc j'ai eu une discussion avec des militants insoumis, dont un ancien du Parti socialiste. Les mêmes qui avaient cassé votre permanence? Non, c'était des jeunes communistes. Enfin, c'est pareil aux mêmes. Hein. Ceux-là, ils sont plus là. Hein. Ils sont plus là parce qu'ils ont compris quand même. Ils ont compris parce que la justice, en appel, a fait ce qu'elle devait faire. Alors, ils sont allés quand même en cassation. Hein. Ce qui montre que notre système judiciaire est complètement freiné par des tas de recours intempestifs. Bon, on verra. Moi, j'étais uniquement en civil dans cette affaire. Je souhaite pour eux que ça ne soit pas cassé parce que là, j'irai en pénal. Même autant d'années après. Parce que si la justice, à l'époque, avait condamné toutes les dégradations de permanence parlementaire, les agressions des élus, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Tout à fait. Moi, je me souviens des pressions que j'ai subies à l'époque pour que je ne dépose pas plainte et que je retire ma plainte, que je n'aille pas en appel. J'ai eu des menaces. Bon, j'ai pas cédé. Il y a beaucoup de collègues qui ont cédé. Mais bon, maintenant j'ai tourné la page, mais je pense qu'on ne peut pas tolérer ça. J'ai travaillé dans l'éducation nationale. Et j'avais dit un jour devant une grande assemblée avec des jeunes, c'était sur l'état d'urgence, un enseignant qui est menacé, une infirmière qui est menacée à l'hôpital, est-ce qu'on peut tolérer ça? Non. Enfin, tous ceux qui représentent la République, ils ne peuvent pas être menacés, sinon c'est tout l'édifice qui s'écroule. Et il n'y a pas de catégorie. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui tout s'écroule. Mais sans doute, il faut bien que chacun prenne la mesure de ce qui s'est passé et balaye devant sa porte. On a tous des responsabilités, tous. Vous qui avez été député, quand on a une élection comme ça, en plus anticipée, est-ce que le député qui est en place a une petite longueur d'avance ou alors on repart à zéro? Parce que dans cette circonscription, finalement, je vois les candidats, mais je ne vois pas vraiment des têtes qui se dégagent. On repart à zéro. Parce que, en 2 ans, le député nouveau, il n'a pas eu le temps de faire sa place. Quand j'ai été réélu en 2012, moi, dans l'année qui précède, j'avais fait 42 réunions dans les quartiers. Et c'était des vraies réunions, pas avec des militants. C'était, à l'époque, on pouvait écrire aux citoyens, aux électeurs, et venez qui voulait. D'ailleurs, j'avais quasiment pas de militants socialistes. Une fois, je me suis retrouvé avec le binôme RN d'une candidate à la Métard. Bon, comme je savais pas qui il était, je lui ai répondu très naturellement, sans agressivité. Il est venu me remercier à la fin parce que il a trouvé que j'étais objectif. Voilà. Pédagogue? Oui, mais
C'est une épreuve de discuter avec les vrais citoyens. Ben oui, c'est là qu'on apprend des choses. Oui, et on apprend surtout la tendance. Et pas discuter qu'avec des gens qui sont vos partisans, ça sert à rien. Ah ben ça, Ils vous flattent, ah oui, t'es le meilleur. Ça, c'est ce qu'il faudrait expliquer à tout un tas de gens qui m'ont bloqué dans les administrations ou les mairies de la région. Mais quand j'étais député, on avait à l'époque la réserve parlementaire. Bon, ça a été une connerie noire de le supprimer. J'avais dit aux députés de la Loire, j'ai dit, vous allez faire une ânerie. Oui, c'est du clientélisme. C'est pas vrai. Ça peut devenir du clientélisme. Comment c'est fait. Vous étiez transparent. Mais moi, j'étais transparent, j'écrivais à tout le monde. Et tout le monde était placé. Et je disais, j'assumais les choix que je faisais. Si, je sais pas, une école avait besoin de 1 000 € pour acheter un matériel et que l'autre, ils avaient besoin de 800, j'assumais qu'il y en a un qui est 800 et l'autre 1000. Mais c'est la lâcheté. Si une association avait besoin d'un ordinateur, vous leur donniez une petite subvention. Oui. Ce que je confirme, parce que j'ai eu une subvention de votre part. Oui, mais c'est bon. Moi, il y a une radio importante sur la place qui a eu une partie de son matériel qui a été financée quand il s'est passé au numérique. Une association qui est rue Michelet qui s'occupe de jeunes handicapés. Bon, quand ils ont refait leurs locaux avec des designers, j'ai été le premier à répondre oui, j'avais mis 5 000 €. Eh ben, ça a aidé les collectivités derrière à faire leur travail. Vous avez prononcé le mot, c'est aider. Une question technique, quand on veut se présenter à une mairie, il faut habiter dans la ville, ou au moins avoir un garage, d'après ce que j'avais compris. Oui, pour toutes les élections locales. Quand on veut être député, on peut se présenter n'importe où. Oui. Parce que je vois des parachutages, évidemment, je suis un peu impressionné. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de votre candidat que vous soutenez, Éric Lejaouet, je ne sais pas si je le prononce bien. Oui, c'est un nom breton. Ouais, il a été candidat sur Saint-Chamond, mais là, il est candidat sur Saint-Étienne. Oui. Donc on peut aller n'importe où. Oui, mais moi-même, il se trouve que j'habitais sur la première circonscription. J'ai été pendant 10 ans député. Enfin bon, après, c'est très abstrait. C'est tout ce que je Non, mais autant pour une élection. D'abord, les députés, ils sont pas députés d'une ville, ils sont députés d'un département et même députés de la nation. Au début, on me l'a suffisamment rappelé. On est députés de la nation. Tout à fait. Et il y a eu des grands noms de députés qui se sont baladés en France, en fonction des élections. Et depuis longtemps. Jaurès, il n'était absolument pas du Midi, il s'est présenté, il a bien représenté. Mais pour les municipales, c'est autre chose. Moi, je trouve choquant que des élus municipaux, et en fortiori des maires, n'habitent pas la commune qu'ils dirigent. Ça arrive ? Bien sûr, à Roanne, c'est une constante. Tous les maires de Roanne, depuis Jean Auroux, n'habitent pas la ville. Ils n'habitent pas la commune. Peut-être qu'il habite à Riorges, non ? C'est à côté, non ? Oui, mais c'est pas la commune. Comment on peut décider des impôts des autres comptes des citoyens quand on n'habite pas la commune ? Alors maintenant, il n'y a plus la taxe d'habitation. Oui. Okay. Là aussi, c'est un truc amusant. On est toujours en train d'entendre « Oh, nous, on a supprimé la taxe d'habitation ». Oui, mais dans les villes, la taxe foncière a explosé. Donc les gens n'ont pas trouvé leur intérêt non plus. Non, mais même si ça a explosé, d'abord, pour ce qui concerne Saint-Étienne, Perdriau se retrouve avec 1 milliard d'euros sur l'ensemble de la métropole quand même. Est-ce que c'était utile d'augmenter comme ça, le 15% la taxe foncière, surtout quand on part sur des bases très hautes à Saint-Étienne. Mais la taxe d'habitation, ça a été quand même un gain, d'abord pour tous les locataires. On l'a oublié, parce qu'à Saint-Étienne, il ne fallait pas avoir un grand appartement pour payer 700, 800 euros de taxe d'habitation. C'est pas très juste, parce qu'il y a des gens qui ont des petits... En plus... Des endroits où ils ont payé très cher et c'était des petites surfaces, des endroits où on avait des immenses maisons où on payait à peine. Et en plus, vous alliez du côté de la terrasse, d'un côté de la rue, c'est Saint-Priant-Joré, et l'autre côté, c'est Saint-Étienne. Et alors là, qu'on m'explique ce qui était juste, payer 3 fois plus à Saint-Étienne qu'à Saint-Priant-Jarret. Dernière question nationale, et après on reviendra sur Saint-Étienne pour finir. Vous avez été député, on vous a vu beaucoup, avec un raisonnement, un positionnement. Est-ce que vous avez été approché un jour pour être ministre ou être secrétaire d'État, ou alors c'est quelque chose qui est complètement passé à côté ? J'en sais rien. Non, j'ai jamais été directement consulté pour être ministre. Ouais. Pour rentrer dans un cabinet ministériel, après avoir été député, oui. Parce que vous avez soutenu M. Macron, il n'y a pas eu des passerelles, des
des échanges qui ont fait que vous auriez pu faire quelque chose? Ben, je Ou alors pense- vous n'aviez pas assez de poids? Parce que je d'abord- pense que chaque territoire doit être représenté. Non, c'est non, un non, peu- non, mais bon, d'abord, j'avais fait savoir que j'avais décidé d'arrêter la politique. Donc j'ai accepté de reprendre le flambeau parce qu'on avait un référent d'En Marche au moment des élections présidentielles 2017 qui était quand même un cas. Hein. Je ne vais pas citer son nom par charité Je chrétienne. vois qui vous voulez parler, Ouais. mais comme je ne connais pas les gens suffisamment, je ne vais pas Non, donner mais mon bon, avis. Et puis, j'ai pas le lui, droit. il s'embrouillait les boyaux de la tête, comme disait Coluche. Hein. Non, mais après, ça a été... En Marche, c'était le réceptacle de tous les mal baisés de la politique. Hein. Vous savez que j'ai été banni des communiqués de la ville de Saint-Étienne à cause de vous. Ah bon, peut-être. Je suis allé vous désolé. voir un jour sur une terrasse dans une discothèque pour savoir un peu des infos et pour vous inviter à l'époque sur Loire FM. Et comme j'ai été présent sur les photos, la mairie de Saint-Étienne m'a banni des communiqués en me disant que je faisais partie du groupe En Marche. Mais très honnêtement, je ne connaissais pas vos intentions. Ben, merci d'être venu déjà. Mais moi, je vais partout. Hein. J'ai toujours dit mais que je c'est serais ouvert à normal. tous. Mais et alors Je- Moi, je trouve ça absurde. Absurde. Parce que, une fois, je peux le dire maintenant, j'ai reçu le fils du député que j'ai battu. Alors, ça remonte, je ne me rappelle plus, ça date Bon. maintenant. Monsieur Cabal. Très bien. Je l'ai reçu parce que bon, son entreprise avait des. Il voulait me voir parce que pour son entreprise. Et il n'osait pas dire son nom. Je lui ai dit, mais c'est pas parce que vous portez le même nom que votre père que je vais pas vous recevoir. Et puis, même si c'était votre père, je le recevrai. Parce qu'on est l'élu de tous. Bah oui. On n'est pas l'élu de quelques-uns. Et Bah, ça, j'ai l'impression qu'il y en a qui l'ont oublié, mais C'est ça ce fait que- longtemps. Hein. C'est ce que dans une mairie pas très loin d'ici, on n'a pas compris. Mais bon, c'est pas grave, c'est une parenthèse. Non, non, mais ça, c'est juste pas acceptable, ce sectarisme. C'est ça la politique aussi, les copains des copains, à force Non, de mais mettre les gens à votre Front moi, National. quand je suis devenu vice-président de la région, bon, on succédait à Comparigny, alors ça allait. Moi, je connaissais absolument pas le service avec lequel j'étais amené à travailler. Donc, je leur avais dit, bon, ils étaient tous les gens du service, il y en avait une bonne quarantaine devant moi. Je leur ai dit, moi, je compte sur votre loyauté. Le directeur, il m'a dit, après, en aparté, il m'a dit, vous savez, ça, c'était la phrase de trop, parce que la loyauté, elle est acquise aux élus, par principe. Après, il y a des élus qui se font des films dans la tête. Et les fonctionnaires qui travaillent dans les collectivités, c'est ni des amis ni des ennemis. J'avais essayé d'expliquer ça C'est des employés. à tous les colistiers de Maurice Vincent, parce que j'ai fait 3 jours au conseil municipal de Saint-Étienne. Vous avez fait 3 jours. Je pensais 3 ou que 4 jours. Je pensais que vous aviez fait plus. Non. Je suis parti immédiatement après le premier conseil municipal qui a élu le maire. Mais je leur avais dit, en guise de testament, j'ai dit, écoutez, je trouve aberrant que des élus aillent faire la bise au personnel, tutoient les personnels. Ce sont ni... Non. Les personnels, ce sont des fonctionnaires qui doivent garder leur... Enfin, sauf si on connaît les gens par ailleurs. Voilà. Mais du jour au lendemain... Ah oui, d'accord. Du jour au lendemain, d'abord, ça peut les mettre dans des situations Mal à l'aise. très délicates, parce que s'il y a un retour de balancier... Il y a toujours des retours il y de a- balancier. oui, parce qu'il y a- Avec l'âge, on sait qu'il y a toujours Voilà, des retours de il y a balancier. souvent des retours de balancier. Je suis désolé, ce sont ni vos amis, ni vos ennemis, ni vos adversaires. Donc, ce sont des gens qui sont là pour servir l'administration. Je me souviens je travaille avec 2 directeurs à la région, il y en a un qui tutoyait très facilement, et il m'a dit, on peut se tutoyer. J'ai dit, Fred, je préfère qu'on continue à se vouvoyer vis-à-vis des autres. Moi, j'aime bien Et pourtant, je l'adorais. J'aime bien qu'il y ait une petite barrière. Mais si le vouvoiement a été inventé en français, c'est qu'il y a des raisons. Ouais, moi, j'estime que c'est une petite barrière qui Et ça veut pas dire remet que- les gens à leur place. Non, et puis je me suis battu pour un des directeurs. Hein. On se vouvoyait. Je me suis battu et j'ai même mis ma démission en jeu. Donc, ça veut dire que j'avais une haute considération pour lui. Et je pense que c'était réciproque. Mais après, quand c'est tout flou, on ne sait plus qui fait quoi. Moi, je suis désolé. Quand c'est trop flou, c'est qu'il y a un loup. Oui, c'est ça, pour reprendre une expression qui est vraie. Non, mais je vois, mais il y a longtemps que ça existe. On peut avoir une très très grande estime pour les gens, les respecter. Non, moi, je n'aime pas la vulgarité, j'aime pas Et- trop le et tutoiement, donc ça me va très bien. Moi, maintenant, maintenant, je suis un vieux con hein, de 68 ans. À l'université,
Bon, moi, j'ai toujours vous voyez les étudiants, et même en lycée, je vous voyais les lycéens. Ce qui est logique, quand tu Et je les vois pas les gens. voilà. Parce que quand vous avez des jeunes adultes qui se mettent à tutoyer, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Pourquoi nous, on aurait le droit de tutoyer et pas eux? Ça n'est pas le même rapport, je trouve. Et- Il y a, et il y a on- une sorte de respect qui disparaît. Oui. Et je ouais. pense que le respect pousse, enfin, quand on prend en charge des jeunes, c'est être exigeant avec eux. Non, mais il y a des La démagogie, c'est pas rendre service aux gens. Il y a des règles. En tout cas, Jean-Luc Gagnère, merci beaucoup pour ce moment. Et puis, on se revoit pour Oui. d'autres échéances, peut-être pour 2026. Oui, non, enfin, moi, moi, j'essaierai d'apporter ma contribution à toute bonne volonté. Voilà.